Bonjour. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Sénégal, intervention du président Bandakani, actualité en Syrie et pour finir, les titres de l'actualité en France. Commençons tout de suite avec l'actualité au Sénégal. Le secteur de l'immobilier explose. Une visite dans une des villes du pays révèle l'existence de nouveaux quartiers avec des appartements neufs et des bureaux. Fondamentalement, je pense que la première raison, c'est la stabilité du pays, la stabilité bien sûr politique. Et cette stabilité a fait que les investisseurs, les institutions financières, les ambassades, tous convergent vers Dakar. Tant mieux pour nous. Et ça, quand ils viennent, forcément, il faudrait les trouver quelque part où habiter. La plupart des constructions sont réalisées par de jeunes entrepreneurs sénégalais. Pape Demba Diop Doumbia, président d'une entreprise d'immobilier basée à Dakar, travaille sur 2 projets et a employé 70 personnes. Il se réjouit des opportunités d'emploi que ce boom de l'immobilier a permis. Toutes ces réalisations que vous voyez là, comme le monde se chantier là actuellement, c'est nous, les jeunes Sénégalais, qui ont eu à le réaliser. Parmi nous, il y a des concepteurs, il y a des experts, il y a des architectes, il y a des techniciens. Le boom immobilier qu'on est en train de voir actuellement au Sénégal est une très bonne chose pour nous, les jeunes entreprises. Ça nous permet de gagner des marchés, ça nous permet d'évoluer, ça nous permet de vendre la qualité. Nous lançons un appel à toute personne ayant un investissement sur place, ayant un projet, de venir vers nous et nous demander conseil. Et là, nous allons trouver une solution pour elle. Mais tout n'est pas rose. Il existe aussi des architectes incommodants pour qui la qualité n'est pas la priorité. Il y a 2 types de bâtiments réalisés au Sénégal, l'habitat planifié et l'habitat non planifié. Au niveau de l'habitat planifié, c'est là où on constate un grand boom d'immeubles qui sortent de terre aujourd'hui depuis un certain temps. La plupart des personnes qui sont en dehors de l'habitat planifié et qui ont pu obtenir certains moyens pour faire face à ces constructions n'ont pas fait l'école, n'ont pas eu à respecter un certain nombre en tout cas de normes qui ont été établies. Pour construire des bâtiments solides et durables, les travailleurs ont reçu l'ordre d'acquérir le matériel adéquat et de respecter les règles sous risque de voir leur travail démoli. Tout de suite, intervention du président Bandakani. Le message il est clair, Alain Michel-Géna. Et là encore, il faut savoir interpréter les événements, les mettre en relation, parce que les événements ne sont pas isolés. Les événements du monde sont interconnectés, sont liés. Donc c'est fait de la mauvaise analyse ou bien une analyse conservatrice que d'isoler les événements. C'est pour dire quoi? Tout ceci, ce n'est pas le fait du hasard. Il y a un lien avec le contexte international actuel. Je vous dis, si les pays africains, comme vient de le dire mon ami Simon, étaient plus engagés, étaient plus audacieux dans le panafricanisme, c'est le moment-ci, c'est passé le temps où il faut libérer le continent africain. Pourquoi? Parce que les puissances mondiales sont empêtrées dans des contradictions dans leurs politiques étrangères, au point où aujourd'hui, elles sont un peu paralysées. Un peu. Pour agir dans des contextes comme le contexte sous-régional qui prévaut aujourd'hui. Pour être encore plus clair, pendant très longtemps, vous avez observé une espèce de paralysie de cette force mixte multinationale. Il y avait une paralysie. Et nous avons longuement expliqué ici pourquoi il y avait cette paralysie. Parce que les parrains de Boko Haram n'avaient pas intérêt à ce qu'il y ait une force mixte africaine qui agit au niveau sous-régional. Ça contrecarrerait, ça ruinerait les intérêts géopolitiques. Et nous avons convoqué les expériences de les Comores avec le Nigeria. Nous avons démontré ici que l'African Crisis Response Initiative américaine a été une opération montée par les Américains parce que les Comores était en train d'instaurer une passe nigériane dans la sous-région, ce qui était intolérable pour l'impérialisme en général et pour les États-Unis en particulier. Alors du coup, Boko Haram a commencé à ce moment-là, Donc, je peux dire que vous voyez que l'impérialisme, les puissances impérialistes, les parrains du terrorisme international n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait une fédération de forces au niveau régional et sous-régional qui va mettre l'ordre de neutraliser Boko Haram. C'est ce qui a expliqué que depuis vous avez vu cette paralysie de la mise en place de la force multinationale mixte. Aujourd'hui,
C'est pas un hasard de calendrier. Il n'y a pas de hasard dans le jeu politique, Alain Michel Géna. Ceux qui parlent de hasard, excusez-moi, sont des ignorants qui ont les yeux ouverts. Il n'y a pas de hasard. À la faveur, ce qui n'était pas au niveau du monde, vous avez vu l'action panafricaniste, comme a dit mon ami Simon. C'est une action panafricaniste, que ce soit au niveau sur le journal, peu importe. C'est une action panafricaniste de cette armée a permis de mettre hors d'état de nuit des terroristes et de sauver des vies humaines. Voilà près de 400 otages. Ça, on près de 400 otages, même plus. Non, plus de 900. Pardon, plus de 900 otages qui sont récupérés. Alors que depuis, les filles de Chibok ne sont pas retrouvées jusqu'à aujourd'hui. Avec les satellites, les moyens impressionnants, technologie pour... il paraît même qu'on suit... Donc c'était possible hier. Pourquoi ça n'a pas été fait? Si vous notre regard. Pourquoi c'est faisable maintenant? Alors ça veut dire quoi? On sait ce qui se passe. Donc nous sommes très heureux. Nous comptons, la Bible dit que les petits pas du commencement, que Dieu aime les petits commencements. Ça veut dire que moi je suis un homme de foi. Alors les gens vont tout dire, je me fiche, moi je suis un homme de foi. J'assume ma foi en public. Vous avez ce droit. Alors, de façon universelle. Je dis que la Bible déclare, la parole de Dieu déclare que Dieu aime les petits commencements. Il faut compter avec beaucoup de sérieux ces petits commencements du panafricanisme. Ça prendra le temps que ça prendra. Ça prendra les contours les plus divers. Ça aboutira. Les forces réactionnaires vont s'agiter. Les forces endogènes alliées aux forces exogènes vont s'organiser pour essayer de casser la dynamique, essayer de corrompre, essayer de casser les choses. Mais ils perdent leur temps. Ces petits pas que nous sommes en train de faire sont les pas les plus importants. Sont les pas les plus importants. Vous croyez que cette fédération de forces-là, cette fédération géopolitique, géomilitaire, entre les forces armées du Nigeria, c'est ça qu'il s'agit, du Niger, du Cameroun, c'est tellement le temps. Ça va rester sans trace? Pas du tout. Ce qui est en train de se planter là, c'est un mouvement irréversible. Nous saluons les forces armées de ces différents pays. Nous saluons leurs différents dirigeants. Nous saluons les différents responsables militaires. Et nous disons, vive le panafricanisme, vive les petits pas du commencement du panafricanisme. Merci beaucoup, Président Mbandaka. Tout de suite, actualité en Syrie. Vous arrivez tout juste d'Alep. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quelle est la situation aujourd'hui à Alep? La situation à Alep aujourd'hui est, disons, du point de vue sécurité, elle est moins mauvaise qu'avant. On a moins d'obus qui tombent, moins de katyusha, moins de projectiles. Mais la situation morale, disons plutôt, de la vie, la situation sociale est lamentable. Parce que la ville a été assiégée à un bon moment. Et puis, toute l'industrie, tout le commerce, tout ce qui peut générer des salaires et de quoi vivre aux gens a été annihilé. En plus, nous sommes privés d'électricité depuis plusieurs mois maintenant. Nous sommes privés d'eau. Vraiment, la situation de la population est vraiment très pénible. On a vu depuis quelques semaines que la Russie avait fait beaucoup de bombardements. Les pays occidentaux changent un peu leur discours. Est-ce que vous sentez ce changement de politique en Syrie? Est-ce que ça a des effets positifs? Je crois que oui, certainement. Les gens dans la ville d'Alep, mais en Syrie en général, commencent à avoir une éclaircie à l'horizon depuis l'intervention russe. Ils commencent à croire à une possible paix, en voyant que, voilà, on est sérieusement en train de faire la guerre à Daesh. J'espère que cette guerre ne durera pas longtemps et que la paix viendra. Et je souhaite de tout cœur, et je lutte, et je prie, et nous essayons de faire tout ce que nous pouvons pour pousser tout le monde à trouver une issue à cette guerre diabolique, et pour que les gens puissent vivre tranquillement et restent dans le pays et même retournent. Nous sommes très préoccupés par l'exode des chrétiens du pays. Comme évêque, comme pasteur, je trouve que c'est le plus grave de tous les problèmes. Et il faut absolument aider nos fidèles à continuer une présence chrétienne dans ce pays qui a vu naître l'Église. Nous avons un devoir de faire tout ce que nous pouvons pour sauvegarder ce legs, pour sauvegarder ce que nous ont laissé
nos ancêtres, nos aïeux, les apôtres, au prix de grands sacrifices et d'un flot de sang de martyrs. Qu'est-ce que vous pensez de la politique d'immigration qui est menée en Europe, et notamment par la France ? La politique maintenant de l'immigration qu'ils veulent la régulariser, l'arrêter, est une bonne chose pour l'Europe et pour la Syrie, et surtout pour nous, pour l'Église. Mais toute cette histoire de cet exode massif, ce flot d'émigrés, de réfugiés qui s'est manifesté il y a 2 mois avec l'histoire du petit enfant mis sur la plage. Tout ça, c'est un scénario, à mon avis, qui avait d'autres objectifs. La Turquie voulait faire pression sur l'Europe. C'est pas spontané, ce qui s'était passé. Maintenant, les nations européennes sont en train de se réveiller, mais je crains qu'il faut qu'ils fassent attention, ne pas trop donner confiance à certains de leurs alliés. Le gouvernement français a été longtemps à une politique en Syrie, longtemps la même. Ils sont en train de changer de politique, de vouloir changer d'alliance, etc. Est-ce que vous en voulez à la France ? Pas à la France, au gouvernement français. Nous en voulons, oui. Parce qu'ils nous ont fait beaucoup de tort, beaucoup de mal, injustement et incompréhensiblement. Ils ont tout fait pour démolir ce pays. Ils ont aidé ceux qui ont démoli le pays. Ils ont soutenu les intégristes, mais surtout aussi, ils ont soutenu Daesh indirectement en soutenant la Turquie et d'autres pays qui finançaient, qui aidaient Daesh. Et directement, parfois, en attaquant continuellement, en dévalorisant, mais aussi en dénigrant un gouvernement qui était plus proche, si vous voulez, du point de vue valeur, du point de vue recherche d'une démocratie, d'un pluralisme, que ce qu'ils nous servent, ou ce qu'ils voulaient nous servir avec des fondamentalistes. Tout ce que je peux, moi, souhaiter et conseiller, c'est qu'ils fassent tout ce qu'ils peuvent pour pousser tout le monde à se mettre autour d'une table. Ce n'est pas à eux d'exclure. C'est au peuple syrien, plus tard, d'exclure qui ils veulent. Vous savez que la France a été touchée par des attentats il y a quelques semaines. C'est quelque chose que vous connaissez trop bien en Syrie et depuis très longtemps. Quel serait le conseil que vous donneriez aux Français aujourd'hui ? Avant tout, en n'ayant pas peur, en tenant bon et en croyant que finalement, quand on décide de résister, on réussit. Et pour nous chrétiens en plus, nous avons prié, nous avons demandé au Seigneur de nous aider. Et il nous a aidés. Si nous n'avions pas résisté, si nous avions laissé faire et que nous avions accepté d'être dominés et d'être insultés, et surtout d'être mis dehors, personne au monde n'aurait compris et su ce qui était en train d'être fait. Et pour finir, les titres de l'actualité en France. Après la victoire du Front National, Nicolas Sarkozy opère un virage à droite, une ligne critiquée par ses concurrents à la primaire et par les têtes de liste en région. À gauche, le candidat socialiste dans le Grand Est, Jean-Pierre Masseret, a pu se maintenir contre l'avis de son parti. Il pourrait ainsi permettre au Front National et à son candidat Florian Philippot de l'emporter. Près d'un mois après l'attaque du Bataclan, le 3e kamikaze a enfin été identifié. Âgé de 23 ans et né à Strasbourg, il s'était récemment rendu en Syrie comme la majorité des autres terroristes. Face au nombre toujours grandissant de clandestins, les ministres de l'Intérieur français et allemands tirent la sonnette d'alarme. Paris et Berlin réclament un renforcement de la passoire Frontex. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.